Salut, bienvenue dans le premier Face à Pierrot de l'an de grâce 2025. La première question de l'année est donc de Jackie Boy. Pierre, au cas où Olmo venait à quitter le Barça, pensez-vous que le PSG devrait se positionner sur ce joueur? Alors, on va pas parler du cas du Barça là, on va juste parler du PSG. Oui, quand on parle de joueurs Luis Enrique compatibles, Dani Olmo en est quasiment l'archétype. Donc je pense que ce serait effectivement une super idée. Alors maintenant, reste à savoir si dans le fameux nouveau projet du PSG, il est suffisamment jeune et suffisamment pastard. Vous avez senti la petite pointe d'ironie? Jackie Boy toujours. Comment expliquer les blessures récurrentes de Wesley Fofana? Un joueur de foot, c'est pas une tondeuse à gazon. Un joueur de foot, c'est un être humain avec ses forces, ses faiblesses. Il y a des joueurs qui sont d'une robustesse physique incroyable et qui arrivent à passer au travers d'une carrière sans être blessés. Et puis il y en a qui sont fragiles et qui en plus ont des graves blessures qui font naître des déséquilibres et d'autres fragilités. Donc voilà, je pense que c'est le cas de Wesley, mais c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un défenseur très complet, très rapide, excellent sur l'homme, et c'est dommage effectivement que sa carrière soit tout le temps perturbée par des blessures. Sébastien Bailly me dit: l'autre fois je te demandais si tu comptais faire maison d'hôte lorsque vous auriez emménagé. Tu m'avais répondu que non, mais j'ai cru comprendre que finalement ce sera le cas, je me trompe. Alors je sais pas où t'as été pêcher ça. Il n'est pas question de faire maison d'hôte. Il est peut-être question dans le projet que va monter Mélissa de traiteur, cours de cuisine, cuisine à domicile. Il est peut-être question qu'elle organise quelques repas à la maison, peut-être même quelques repas autour d'un match de foot avec moi, mais non, des gens qui dorment chez moi, non, des inconnus, non. Des gens, des amis, oui, des inconnus, non. Jackie Boy, toujours. Comment expliquer que Strasbourg rate souvent ses débuts de match? La grève des supporters dans le premier quart d'heure peut-elle être la cause, et les Ultra Boys pourraient-ils cesser leur grève? Ah là, tu touches à un point sensible chez moi. Effectivement, une nouvelle fois, on a pu constater que le Racing avait raté son début de match et avait encaissé un but dans le premier quart d'heure contre Auxerre. C'était déjà le cas la seule fois où j'étais à la Méno cette saison contre Lens. Il est évident que quand tu joues dans un stade où tu entends une mouche voler, c'est compliqué. Alors tu peux aussi prendre le problème dans un sens différent et te dire que s'il n'y a pas le COP qui met de l'ambiance, la Méno, qui est pourtant réputée pour être un stade à excellente ambiance, n'existe pas. Et c'est aussi un problème. Est-ce que les Ultra Boys pourraient cesser leur grève? Encore une fois, cette grève, ils n'ont aucune raison objective de la faire. Leur histoire de club libre et indépendant, c'est juste une fumisterie. Il faut voir l'argent colossal que met Bluco dans le club. Et là, c'est pas avec Textor, un jeu d'écriture entre plusieurs clubs. Hein. C'est Bluco qui investit à Strasbourg, pas autant, mais de façon considérable aussi, dans l'équipe, dans le recrutement des joueurs, dans le stade, dans la construction du centre d'entraînement. Voilà, donc encore une fois, je ne comprends pas cette grève, je ne comprends pas ses motifs. Alors là maintenant, la grève, c'est parce qu'ils veulent rencontrer Gbali, mais donc tu veux rencontrer quelqu'un, mais tu fais une grève de 15 minutes tous les matchs pour le forcer à venir, et tu fais des banderoles pour le discriminer. Donc effectivement, moi je comprends qu'Gbali leur donne même pas l'heure. Alex Nissa du 06, votre follower préféré, les amis, hein, parce qu'il y en a qui sont jaloux. Hein. Défaite de Brest à Angers dans un match largement à sa portée. Autant on pouvait mettre sur le dos de la proximité de la C1 certaines défaites en Ligue 1, mais là ce n'est pas le cas. Il y a plus mauvais que Brest, mais Brest doit-il néanmoins faire attention? Oui, Brest doit faire attention. Oui, il y a beaucoup plus mauvais que Brest cette année, mais Brest doit faire attention parce que là, perdre 2-0 à Angers dans un match où il y a effectivement pas de C1 à grande proximité, c'est vraiment problématique. D'autant plus que l'effectif
de Brest était pas au complet, puisque Lies Melou est toujours absent, mais enfin il y avait quand même beaucoup de titulaires sur le terrain. Et voilà, et c'est un problème, je pense malgré tout, que les joueurs brestois sont un peu obnubilés par cette Ligue des Champions qui leur mange l'esprit, qui leur mange la tête. Mais quelque part, c'est humain, c'est normal, surtout quand on a fait un début de Ligue des Champions exceptionnel, c'est normal qu'on soit maintenant concentré à la fois sur les 2 derniers matchs et sur les très probables barrages, voire peut-être mieux s'ils font encore un exploit. Mais c'est sûr que le prix à payer de ce parcours exceptionnel, il est en Ligue 1. Alex Nice a du 0-6, 2 fois. Première victoire pour Saint-Etienne avec son nouveau coach Orneland contre Reims. Peut-on dire que pour la première fois de la saison, on a vu une équipe des Verts protagoniste dans son match avec du jeu, du pressing, des occasions et des buts? Oui, absolument. Absolument. J'ai pas été loin de me régaler avec le match des Verts parce que j'ai vu une équipe et quelque part c'est un petit peu inquiétant pour même un entraîneur comme Olivier Dalloglio qui en plus a toujours eu la réputation, que ce soit à Dijon ou à Brest, d'être un entraîneur qui propose du jeu. Mais là, visiblement, depuis le début de la saison, avec Saint-Etienne, il avait opté pour un système très défensif, estimant peut-être à juste titre que c'était le seul moyen pour ce faible effectif de grappiller des points. Et puis là, tu as ce Norvégien, Orneland, qui déboule là-dedans et qui te fait jouer cette équipe de manière cohérente, intelligente, avec un jeu de passe assez élaboré, je dirais même très élaboré pour un mec qui est arrivé il y a finalement peu de temps, face à une équipe quand même sérieuse du championnat comme Reims. C'est un résultat extrêmement encourageant et extrêmement prometteur, et aussi peut-être une pierre dans le jardin de tous ces entraîneurs français qui pratiquent un peu un football d'épicier. Yvous me dit « Des supporters de Caen qui brandissent une banderole anti-Mbappé sous prétexte qu'il ne fallait pas limoger Nicolas Seube. À Caen, des supporters qui restent à leur place et respectent ceux qui investissent lourdement dans le club. » Je ne peux que te donner raison. Je pense que même avec les résultats catastrophiques du Stade Malherbe, je pense que même si c'était quelqu'un d'autre qui était à la propriétaire du club, Nicolas Seube n'aurait pas survécu à ces très mauvais résultats. Et malgré tout, l'arrivée de Mbappé comme propriétaire du club donne au club une certaine assurance financière que beaucoup de clubs aimeraient bien avoir. Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut. De toute façon, je pense que le club courait à la catastrophe avec Seube. Je sais pas s'il court pas à la catastrophe avec le nouvel entraîneur, mais voilà quoi. Mais bon, c'est suffisamment rare d'avoir des joueurs de foot qui investissent leur argent dans le foot pour qu'on vienne pas en plus l'emmerder quoi. Yvous encore me dit André Ayew qui marque et qui s'excuse auprès du public marseillais. Il évite de célébrer son but. Nous sommes désormais offensés par absolument tout. Ne serait-ce une insulte au public si Ayew, qui est désormais havrais, célébrait son but comme toujours, normal, incroyable? Oui, alors, il n'a pas égalisé, hein, il a marqué le seul but du Havre qui était mené 5-0, donc je pense que d'une manière générale, il n'y a pas de quoi exulter. Je pense que c'est aussi une marque de respect de la part d'André Ayew pour un club où il a connu certainement ses meilleures années en tant que joueur. Après, c'est vrai, ce que tu dis aussi d'un autre côté, c'est que maintenant, il faut surtout pas, et que c'est surtout s'il avait célébré son but, effectivement, là, je pense qu'il aurait été sifflé, je pense que et qu'effectivement, on n'a plus le droit de faire grand chose dans le monde d'aujourd'hui, mais bon, malheureusement, c'est pas bien nouveau. Supporter parisien me dit, que penser de la situation du Barça qui n'arrive pas à inscrire ces 2 joueurs et qui pourrait priver Olmo de se rendre en sélection si le club catalan se heurte à un nouveau refus malgré ses intentions d'utiliser tous les recours possibles. Mais le problème, c'est que ça fait un moment que le Barça est dans une situation financière extraordinairement compliquée. Ça fait un moment qu'ils vendent les bijoux de famille pour continuer à acheter les joueurs. Alors c'est vrai qu'il va y avoir le nouveau Nou Camp qui va certainement leur amener de nouvelles ressources.
Mais la manière dont ce club, ce très grand club est géré est absolument catastrophique. Et je pense effectivement que pour que la Ligue espagnole et Tebas signe à ce point à la fin de la récré, c'est que vraiment que la situation financière du club doit être extraordinairement compliquée. Je pense que Dani Olmo peut évidemment ne pas se permettre de ne pas jouer la deuxième partie de saison et que si à l'arrivée il ne peut effectivement pas être inscrit dans l'effectif du Barça, eh ben il ira ailleurs, même si visiblement il en a absolument pas envie. Pépite de chocolat me dit, si DAZN avait débarqué avec les offres actuelles au début de saison, penses-tu qu'ils auraient pu séduire le public et obtenir le volume nécessaire à rendre leur activité pérenne? Non, mais au moins, on ne pourrait pas leur faire tous les reproches qu'on leur fait, parce que, rappelons-nous des débuts de DAZN. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Une image dégueulasse. Bon, ça, c'est pas de leur faute, puisque les images sont produites par la Ligue, mais bon, ça se corrige aussi, ça. Des commentaires qui vont du ridicule au nullissime, en excluant les vedettes de la chaîne, comme Smaïl Boudella ou Julien Brun ou Chérou. On leur reproche pas de multiplex, pas de mag, le fait de ne pouvoir avoir qu'un écran avec un abonnement, et évidemment un prix prohibitif. Le prix prohibitif, là, il y a une offre là à moins de 10, pratiquement, je crois, 12 balles le mois. Là, il y a un mag, enfin quelque chose qui se veut un mag, je sais pas si vous avez vu, mais quand même pas terrible, hein. Mais bon, ça a le mérite d'exister, et dès la prochaine journée, enfin un multiplex qui va me permettre de suivre de façon plus confortable les matchs de 15 heures sans avoir à jongler avec ma zapette tout le temps. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on leur reprochait, ils ont finalement mis des mois à le faire. Des mois où ils ont perdu des abonnés, ils ont décidé des gens à opter pour l'IPTV. Après, l'objectif d'1,5 million d'abonnés à la fin de la saison, je pense que même avec l'offre actuelle, ils ne l'auraient pas obtenu parce que le championnat de France a perdu des stars et que très franchement, faut être quand même solidement armé pour se taper tous les matchs. Alors encore une fois, c'est mon cas parce que j'ai cette chaîne et que je dois l'animer. Il est évident que si je ne faisais pas de débrief sur les matchs, je me taperais pas la moitié des matchs que je me tape. Mais bien sûr que le problème reste entier et très préoccupant pour l'avenir du foot français à la télé. Arkman07 me dit, est-ce que vous suivez la bonne saison de Wemby? Si oui, que pensez-vous de la saison des Spurs? Allez-vous regarder la double confrontation à la TV Spurs-Indiana se déroulant à l'accord Arena de Bercy? Oui, je suis la saison de Wemby, alors pas en direct, hein, parce que moi, à cette heure-là, il y a longtemps que je dors, mais je regarde les rediffs sur beIN, je regarde les highlights, je regarde ses stats, mais il a des stats absolument incroyables pour un joueur de 20 ans qui finalement n'utilise pas totalement sa taille. Je veux dire, avec ses 2,21 m, il pourrait vraiment se contenter de jouer sous le panneau, de prendre 20 rebonds par match et de mettre des petits paniers de raccro, mais non, il shoot à 3 points. Enfin, c'est un joueur extraordinairement complet, c'est un bon passeur. Voilà, l'arrivée de Chris Paul, évidemment, permet aux autres jeunes de cette équipe de progresser. On peut espérer une place en play-off pour eux. Et oui, effectivement, évidemment, je regarderai les 2 matchs contre Indiana, puisque au moins eux auront lieu à 1 heure catholique.